originali. Nella prima puntata di questo mese dedicata a André Gide alle Caves du Vatican abbiamo parlato del libro primo dedicato a Antime Armand Dubois. È ovvio che lo stralcio che io leggo vi dà soltanto una piccola idea, vi invito a andarlo a leggere e se potete in lingua, perché è sempre più avvincente leggerlo nella lingua originale. In questa seconda puntata, sempre dedicata a André Gide et les Caves du Vatican, passo al livre deuxième, al libro secondo, dedicato a Julius de Baralioul. Julius de Baralioul è il capofamiglia di questa famiglia parigina che si sposta poi pian piano verso Roma. Volevo però anticipare un libro di cui non parlerò, che è quello del Mille Piedi. A Pau esiste un vecchio compagno di scuola di Lafcadio. Lafcadio è l'ultimo libro di cui vi parlerò, invece sto facendo un po' un misto, ma non voglio sviare l'attenzione, ma è bene che ve ne parli. A Pau, in Francia ovviamente, c'è un vecchio compagno di scuola di Lafcadio. Lafcadio, posso anticipare qualcosa? Sì, faccio un po' di gossip. È il figlio naturale di Julius, ma non vi ho detto niente. Protos, che è questo compagno di scuola, organizza un'associazione segreta dedita alla truffa e chiamata il Mille Piedi. E sotto le mentite spoglie di un prete diffonde la falsa notizia che il Papa è stato rapito dalla massoneria e incarcerato nei sotterranei di Castel Sant'Angelo e chiede denaro alle nobildonne della città con il pretesto di finanziare una crociata segreta per la liberazione del Santo Padre. Tutto ruota lì, tutto ruota su questa notizia, tutte le Caves du Vatican ruota intorno a questo. Lo sprovveduto marito di una di queste nobildonne, che si chiama Amédée Fleurissoir, che poi è il cognato di Julius de Baralioul, di cui vi parlerò oggi, mosso da impulsivo fervore religioso, parte da Pau in treno, diretto alla volta di Roma per salvare il Papa. Ecco, vedete che dalla Francia si spostano tutti a Roma. Preoccupato che giunto a Roma Amédée potesse accorgersi della truffa, Protos decide di marcarlo a vista e lo segue a Roma in ogni posto, sotto diversi travestimenti. Per allontanarlo dalla città gli suggerisce di recarsi a Napoli, presso il vescovo, che a suo dire è uno di coloro che vogliono salvare il Papa. Sul treno diretto a Napoli, Amédée si trova casualmente in carrozza con il solo Lafcadio, di cui io vi parlerò, il quale decide di ucciderlo scagliandolo giù dal treno senza un motivo e senza che si fossero quasi rivolti la parola. Allora la trama appare scarna e forse priva di significati. Sono tuttavia i personaggi ad animare il romanzo, come in un teatro in cui i caratteri siano illuminati e illuminanti o risaltino a malapena dallo sfondo, distinguibili da lontano solamente perché corrispondono a degli stereotipi fissi, maschere che recitano sapientemente momenti di realtà sociali di quel tempo, ma da cui è possibile estrapolare contenuti solo attuali. Allora, c'è lo scienziato animato dal più fervente positivismo, avversato ovviamente dai suoi pii familiari e poi da loro sospinto verso la conversione. C'è una galleria di dame bacchettoni e bigotte, pronte a professare la propria fede ai 420, ma ben attente ai propri interessi economici e alla loro condizione sociale. C'è il novello crociato pronto ad immolarsi per la salvezza del Papa, c'è un sottobosco di umanità dedita al sotterfugio e all'espediente più bieco, c'è il mediocre scrittore
ma con capacità di ragionamento, intuizioni che lo porterebbero lontano dalle secche dell'ipocrisia, salvo ritornare prontamente ai consueti convincimenti. Mi auguro che voi capiate la lettura in lingua, perché evoca molto bene, e per chi conosce il francese sarà pura poesia, per gli altri una dolce musica. Livre deuxième, Julius de Baralioul. Le 30 mars, à minuit, les Baralioul rentrèrent à Paris et réintégrèrent leur appartement de la rue de Verneuil. Tandis que Marguerite s'apprêtait pour la nuit, Julius, une petite lampe à la main et des pantoufles aux pieds, pénétra dans son cabinet de travail qu'il ne retrouvait jamais sans plaisir. La décoration de la pièce était sobre, quelques lépines et un boudin pendaient au mur. Dans un coin, sur un socle tournant, un marbre, le buste de sa femme par Chaput, faisait une tache un peu crue. Au milieu de la pièce, une table Renaissance énorme où, depuis son départ, s'amoncelaient livres, brochures et prospectus. Sur un plateau d'émail cloisonné, quelques cartes de visite cornées, et à l'écart du reste, appuyée bien en évidence contre un bronze de Bari, une lettre où Julius reconnut l'écriture de son vieux père. Il déchira tout aussitôt l'enveloppe et lut. « Mon cher fils, mes forces ont beaucoup diminué ces derniers jours. À de certains avertissements qui ne trompent pas, je comprends qu'il est temps de plier bagage. Aussi bien n'ai-je plus grand profit à attendre d'une station plus prolongée. Je sais que vous rentrez à Paris cette nuit et je compte que vous voudrez bien me rendre sans tarder un service. En vue de quelques dispositions dont je vous aviserai tôt ensuite, j'ai besoin de savoir si un jeune homme du nom de Lafcadio Luchi, on prononce Luchi, le W et le I se font à peine sentir, habite encore au 12 de l'impasse Claude Bernard. Je vous serai obligé de bien vouloir vous rendre à cette adresse et de demander à voir le susdit. Vous trouverez facilement, romancier que vous êtes, un prétexte pour vous introduire. Il m'importe de connaître, premièrement, ce que fait le jeune homme, deuxièmement, ce qu'il compte faire, a-t-il de l'ambition, de quel ordre, troisièmement, enfin, vous m'indiquerez quelles vous paraissent être ses ressources, ses facultés, ses appétits, ses goûts. Ne cherchez pas à me voir pour l'instant, je suis d'humeur chagrine. Ces renseignements, aussi bien pouvez-vous me les écrire en quelques mots. S'il me prend désir de causer, ou si je me sens près du grand départ, je vous ferai signe. Je vous embrasse, Juste Agénor de Baralioul. Postscriptum. Ne laissez point paraître que vous venez de ma part. Le jeune homme m'ignore et doit continuer de m'ignorer. Lafcadio Luchi a présentement 19 ans, sujet roumain, orphelin. J'ai parcouru votre dernier livre. Si après cela vous n'entrez pas à l'académie, vous êtes impardonnable d'avoir écrit ces sornettes. On ne pouvait le nier. Le dernier livre de Julius avait mauvaise presse. Bien qu'il fût fatigué, le romancier parcourut les découpures des journaux où l'on citait son nom sans bienveillance. Puis il ouvrit une fenêtre et respira l'air brumeux de la nuit. Les fenêtres du cabinet de Julius donnaient sur des jardins d'ambassade, bassins d'ombre lustrale où les yeux et l'esprit se lavaient des vilainies du monde et de la rue. Il écouta quelques instants le chant pur d'un merle invisible, puis rentra dans la chambre où Marguerite reposait déjà. Comme il redoutait l'insomnie, il prit sur la commode un flacon de fleurs d'oranger dont il faisait fréquemment usage. Soucieux des prévenances conjugales, il avait pris cette précaution de poser en contrebas de la dormeuse la lampe à la mèche plissée. Mais un léger tintement du cristal, lorsque, ayant bu, il reposa le verre, atteignit au profond de son engourdissement Marguerite qui, poussant un gémissement animal, se tourna du côté du mur. Julius, heureux de la tenir pour éveillée, s'approcha d'elle et tout en se déshabillant « Veux-tu savoir comment mon père parle de mon livre ?»
Mon cher ami, ton pauvre père n'a aucun sentiment littéraire. Tu me l'as dit 100 fois, murmura Marguerite, qui ne demandait qu'à dormir. Mais Julius avait trop gros cœur. Il dit que je suis inqualifiable d'avoir écrit ces sornettes. Il y eut un assez long silence où Marguerite plongea, perdant de vue toute littérature. Et déjà Julius prenait son parti d'être seul, mais elle fit, par amour pour lui, un grand effort. Et revenant à la surface, « J'espère que tu ne vas pas te faire du mauvais sang. » « Je prends la chose très froidement, tu le vois bien, » reprit aussitôt Julius. « Mais ce n'est tout de même pas à mon père, je trouve, qu'il convient de s'exprimer ainsi. À mon père moins qu'à tout autre, et précisément à propos de ce livre qui n'est, à proprement parler, qu'un monument en son honneur. N'était-ce pas précisément, en effet, la carrière si représentative du vieux diplomate que Julius avait retracée dans ce livre? En regard des turbulences romantiques, n'y avait-il pas magnifié la digne, calme, classique, à la fois politique et familiale existence de Juste Agénor? Tu n'as heureusement pas écrit ce livre pour qu'il t'en sache gré. Il me fait entendre que j'ai écrit l'air des cimes pour entrer à l'Académie. Et quand cela serait? Et quand tu entrerais à l'Académie pour avoir écrit un beau livre? Puis sur un ton de pitié, enfin, espérons que les journaux et les revues sauront l'instruire. Julius éclata. Les journaux, parlons-en, les revues, et furieusement vers Marguerite, comme si il y allait de sa faute à elle, avec un rire amer. On m'éreinte de toutes parts. Du coup, Marguerite se réveilla complètement. « Tu as reçu beaucoup de critiques ?» demanda-t-elle avec sollicitude. « Et des éloges, d'une émouvante hypocrisie. Comme tu faisais bien de les mépriser, ces journalistes. Mais souviens-toi de ce que t'a écrit avant-hier Monsieur de Voguet. Une plume comme la vôtre défend la France comme une épée. Une plume comme la vôtre, contre la barbarie qui nous menace, défend la France mieux qu'une épée, rectifia Julius. Et le cardinal André, en te promettant sa voix, t'a affirmé dernièrement encore que tu avais derrière toi toute l'Église. Voilà qui me fait une belle jambe. Mon ami, nous venons de voir avec Antime ce que valait la haute protection du clergé. Julius, tu deviens amer. Tu m'as souvent dit que tu ne travaillais pas en vue de la récompense, ni de l'approbation des autres, et que la tienne te suffisait. Et tu as même écrit là-dessus de très belles pages. André Gide, Les caves du Vatican, édition Gallimard. Grazie a Barbara Marchand, che ritroveremo domenica prossima in un nuovo appuntamento in lingua francese a Lingue Originali. Lingue Originali che è in onda anche il venerdì con Marco Piovazzo per la lettura in lingua inglese e il sabato con Nadia Meroni per quella in lingua tedesca, sempre alle ore 22. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento con Lingue Originali la prossima settimana, sempre su Caffè Italia, il caffè letterario in radio e podcast dall'aroma italiano e non solo. Lingue Originali.